Le pont maudit, ah ben, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un nom qui interpelle. Voilà. Absolument. Alors, pour ma part, j'ai été un peu curieux de savoir pourquoi on pouvait avoir donné ce terme-là, ce pont-là, qui n'a rien de dangereux. Et puis, finalement, en faisant des recherches aux archives départementales, eh bien, on a tout son historique. Et il a été décidé, à la suite d'un drame dans le pays, de créer ce pont. Parce qu'il y avait eu une petite gamine d'une quinzaine d'années qui s'est noyée en traversant un gué qui était courant pour les habitants, de passer par là pour aller dans les terres de l'autre côté. Et puis, donc les gens se sont consultés, ont dit ça ne peut pas durer, il faut faire un pont. Et ça a été assez rapidement décidé, en 1782, je crois, de le créer, ce pont, dans l'axe du pont du chemin qui mène à la ferme des Essertines, qui était côté sud de la commune, hein, et donc qui est une ferme qui fait partie du territoire. Et au départ, en quelques mois, tout le monde était d'accord. Je relisais il n'y a pas longtemps ce que j'ai trouvé, et en 7 mois, c'était OK. Mais malheureusement, il y a eu des opposants. Donc, en définitive, au lieu de le faire tout de suite, ben, il a fallu écouter quand même tous ces gens qui étaient contre. Et après discussion, donc il y a d'abord eu ils ont stoppé les travaux, le début des travaux, puisqu'ils n'étaient pas commencés, mais il y avait déjà un afflux de matériaux et matériel peut-être prêts pour la construction. Il avait été attribué par soumission, enfin par appel d'offres. Ça avait été décidé déjà que ce serait un monsieur Granvaux, entrepreneur à Baume-le-Messieurs, qui ferait ce pont. Donc ça, c'était déjà décidé. Alors, à la suite de ça, du fait que ça a été stoppé, je vous l'ai dit, il a fallu remettre en cause le lieu où il serait bâti et construit. Et puis, ça a duré encore quelques années, parce que des discussions se sont mises en place. Ça a dû durer au moins encore plus d'un an, à peu près, oui, au moins, si c'est pas davantage. Et finalement, eh bien, on a quand même décidé de le faire là où il est aujourd'hui. Donc, c'était en pied, c'était pas en mètres, mais environ 100 mètres plus bas, dans l'aval de la Seille. Et puis alors, bien sûr, ce travail retardé avait coûté quand même des frais à l'entreprise qui avait déjà posé et puis qui avait suspendu son travail. Alors il y a eu une hausse d'environ 1000 livres à l'époque, déjà par rapport au premier devis. Et puis, en définitive, il y a encore eu quelques petits suppléments, enfin, parce qu'après, il y avait des dommages-intérêts que l'entreprise réclamait. Alors, tous ces petits trucs cumulés, et puis après, ben, il était fait par un architecte de Poligny, et il y avait vraiment, aux archives départementales, il y a le croquis très très bien fait, à la plume d'ailleurs, je l'ai vu, je ne l'ai pas photocopié, mais il est très beau. Tout à la plume et arche par arche. Et il y a 3 arches sur ce pont. Ce qui est assez rare sur un pont qui est pas loin de la source. Parce que les autres, quand ils ont des fois 1 ou 2 arches, suivant, après ça s'élargit, mais là il n'y a encore pas. D'ailleurs, ceux qui sont en aval de celui-là n'ont plus que 2 arches. Vous voyez comme quoi. Mais là, il y avait sûrement, entre les berges, il y avait sûrement un grand écart, il avait fallu faire les arches. Et puis, c'est pas forcément à cause du flux d'eau, mais c'est plus parce que bon. Alors, tout est bien fait. On a la base, on a une première arche, après on a une deuxième arche avec... vous voyez, les 3 arches sont... les croquis sont différents. Comme si on avançait sur l'autre et sur la troisième finie. Vous voyez, c'est très bien fait. Et puis alors, tous les pierres qui sont sur le parapet devaient avoir des crochets qui étaient bien définis aussi là-dedans, je les ai vus. Alors ces crochets,
n'ont jamais été mis. Je ne sais pas pour quelle raison. Moi, je ne les ai jamais connus. Maintenant, il y en a parce qu'on l'a rénové. Enfin, on l'a réapproprié. Alors, depuis, il y a des crochets. Mais alors, il y avait effectivement, il y a dû y avoir encore après, justement, sa construction, quelques pierres qui ont été basculées dans le lit de la Seille. Les crochets, c'était pour tenir les pierres Pour ensemble. tenir les pierres, vous savez, les pierres qui couvrent le je bar. l'ai vu là, oui. 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 Eh ben, alors, il était prévu qu'il y en aurait, mais ça n'avait pas été fait. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait, je ne sais rien, mais en définitive, toutes ces contretemps, ces travaux mal terminés, est-ce que aussi, comme il y avait eu un drame à ce moment-là, enfin une noyade, mais je ne crois pas que ce soit la noyade qui ait décidé du nom maudit. Je crois plutôt que c'est des problèmes de la création, de la construction de ce pont. Alors, en définitive, c'est tout, mais il n'y a rien qui ne le dit dans les archives. Les archives, on ne l'avait pas dit maudit, c'est depuis. Alors bon, c'est un détail, mais autrement, bon, il a été inauguré en 1789, l'année de la Révolution. La fromagerie, elle est très ancienne à Neuville, enfin ce qui était coopérative fromagère, entendons-nous, est très ancienne parce que, je ne saurais pas vous donner la date, mais la vieille église, justement, puisque c'était une vieille église qui a été d'abord, comme toute bien nationale un certain temps, elle était bien nationale, et après la Révolution, elle a été rachetée par du privé, et au final, elle a abouti un temps communal. Il faudrait que je vous relise tout à fait, mais c'est assez... Je résume. Et puis la commune l'a revendue, mais il y a très longtemps, en 1800 combien, je ne saurais pas vous dire, mais puisque l'école actuelle, la mairie-école, a été bâtie, je crois, en 1874. Et je me souviens avoir lu sur les registres des délibérations communales. À l'époque, j'étais conseiller, maintenant, je n'ai pas tellement... D'abord, elles sont peut-être aux archives départementales, parce qu'elles ne sont plus en mairie comme avant. Mais avant, tous les comptes rendus, oui, étaient consignés dans des livres qui remontaient jusqu'à la Révolution. Et puis, là, dans ces délibérés, quand ils ont bâti, ils ont vendu la commune a vendu des coupes, a vendu, vous savez, parce qu'il fallait de l'argent. Puis il n'y avait pas les subventions d'État ou tout ça. Alors je crois que c'est au minimum à cette époque-là que la fromagerie est devenue, si ce n'est pas déjà avant. Mais je n'ai pas les dates. Et par contre, à l'époque, mon grand-père paternel a été longtemps trésorier de la fromagerie, tout en étant producteur, hein, puisque c'était une fonction, ce n'était pas un métier. Il était producteur de lait, mais en même temps, il assumait, peut-être bénévolement, hein, je ne crois pas qu'il y avait une grosse indemnité, et il y avait plus de 50 sociétaires à Neuville. Alors, c'était vraiment... en lait, il n'y avait pas des centaines de milliers, enfin il y avait quelques centaines de milliers de litres quand même annuels, mais il n'y avait pas un afflux énorme de lait. Mais pour chaque famille, chaque maison, il y avait des vaches, ou une vache, ou deux vaches, ou trois vaches, ou 10 vaches, à la ferme peut-être, à la ferme des Certines. Mais dans le village des 10 vaches, 5 ou 6, ça devait être déjà un bon nombre. Vous voyez, c'était très limité. Mais c'était donc cette fromagerie, à Blois, après on a fusionné. Donc en 1965, Neuville, au point de vue fromagerie, au point de vue production communale, avait vraiment, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas chuté en litrage peut-être, mais il n'y avait plus qu'une quinzaine de sociétaires. Moi je me suis installé en 1959, 60 même, oui je dis bien 69, 60, comme sociétaire, à mon nom. Avant, c'était mon père. Eh bien, là, il y avait encore une bonne quinzaine de sociétaires qui produisaient du lait à Neuville.
Et puis en 65, il en restait peut-être encore une bonne douzaine quand même, mais ça baisse, ça commençait, puis c'était des gens qui avaient beaucoup vieilli, j'étais sûrement le plus jeune de la bande, et on sentait qu'il fallait vraiment trouver une solution parce qu'un fromager ne pouvait plus vivre avec rien que notre production. Ça ne permettait pas de faire un salaire. Alors, on avait déjà vendu notre lait un certain temps. On vendait à un marchand qui achetait le lait. On ne faisait plus nos fromages, vous comprenez, c'était... Oui? Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Alors finalement, en 65, avec les gens blancs, on a décidé de faire une seule coopérative. Mais comme le bâtiment de Neuville n'avait pas été entretenu depuis... Vous savez, ça faisait 20 ans au moins une vingtaine d'années qu'il n'y avait plus de fabrication presque dans cette fromagerie. Il y a eu encore un peu de fabrication, mais tout à fait au début, j'étais marié, donc en 60, il y avait encore une chaudière. Enfin, le feu marchait encore sur les chaudières. Mais disons qu'en 65, vous voyez, 15 ans après, 5-6 ans après, c'était fini. On n'avait déjà plus de fromage fait ici parce qu'on vendait notre lait, il était emmené à Don Blanc, pouf, voilà. Alors, on s'est remis en société. On était toujours en société, mais une société qui vendait son lait. Alors qu'après, on redevenait une société qui fabriquait et qui revendait ses fromages. Mais avec la fusion de Blois-Neuville. Et cette fusion s'est faite, donc, je vous dis, en 65, mais on a décidé d'aller faire nos fromages à Blois parce qu'ils avaient encore un matériel qui marchait. Ils avaient une fromagerie Là, ils en avaient une, mais qui était un bâtiment communal. C'était pas c'était pas la société qui était propriétaire. La société était locataire d'un bâtiment communal. Et comme quasiment c'est comme dans tous nos pays, la production était très agricole. Il n'y avait pas d'autres. Donc la fromagerie, la commune avait sûrement fait un bail très favorable aux agriculteurs parce que c'était leur production, c'était eux qui faisaient l'impôt, c'est eux qui, si vous voulez, ils avaient tout intérêt. Mais le jour où on a fusionné, les gens de Blanc ont dit, la municipalité a dit, mais maintenant on ne doit rien sur Neuville, si vous voulez. Vous voyez, ils ont eu l'impression qu'ils nous faisaient un cadeau à nous, qu'on n'était pas des gens du pays. Alors c'est là qu'ils ont décidé de nous vendre leur bâtiment, à nous, à la coopérative, à la nouvelle coopérative. Les deux coopératives sont devenues propriétaires de ce bâtiment qui était déjà un chalet, mais qui était jusque-là à la commune. Alors on est devenu propriétaire, et puis à Neuville, on faisait que de peser le lait. On faisait que de peser le lait. Mais il n'y avait eu aucune activité fromagère. Pas de fabrication. C'était un pèse-lait, c'est tout. Alors, ce bâtiment n'était pas entretenu, ni en toiture, il n'y avait peut-être pas des gouttières, on n'y regardait pas. Vous voyez, c'était... Alors, un beau jour, on a vendu quand même, pour payer le bâtiment de Blois, indirectement, on a vendu le logement du fromager. Parce que nous, on avait un bâtiment où on fabriquait et un bâtiment où le logé pouvait être logé. Mais comme il n'y avait plus de fromager, il n'y avait pas besoin non plus de ce bâtiment, donc on a vendu ce bâtiment, je dis toujours la coopérative, mais c'était un bâtiment qui était devenu commun par la fusion. Oui, bien sûr. Donc on l'a vendu, on a réinvesti aussitôt, on a réinvesti dans Blois, donc il n'y avait pas d'importance. Mais l'autre bâtiment est resté notre propriété jusqu'à la disparition, la dissolution de la fromagerie, de la société. Parce que cette dissolution s'est faite dans les années 80, je ne sais pas si c'est 78, 19 environ. Et là, on a commencé à... Après, il fallait liquider tout ça. Et c'est là qu'on a quand même décidé, un beau jour, pour ma part, je peux vous en parler, en tant que conseiller municipal, président du foyer rural et puis sociétaire, je me suis trouvé, j'étais devenu liquidateur de la coopérative fromagère, mais il fallait donc proposer, moi j'ai eu l'idée de proposer ce bâtiment à la commune
en me disant il pourrait devenir salle de réunion, enfin, parce qu'il y avait quand même 250 mètres au sol, 250 mètres carrés au sol. S'il y avait moyen de faire des grandes salles, on pouvait faire. C'était un objectif. Et puis, le maire de l'époque. Alors, il a fallu que je décide les gens de Blois. Je peux vous en parler de ça? Oui, bah, oui. C'est vous qui voyez. Hein. Bon, non, mais si ça. Non, mais après, on pourra en parler. C'est une vie, hein, c'est quand même. Oui. Oui, oui. Non, mais après, ça ne vous gêne pas si on en parle? Non, mais je vais faire ça comme ça doit se dire, gentiment, sans polémique. Hein. Allez-y. Alors, en tant que sociétaire, moi, je me suis dit, pourquoi pas donner ça à la société, à la commune, puisque c'est les habitants du village qui l'ont toujours, en tant que paroissiens, en tant que paysans, ou en tant que, si vous voulez, ils avaient apporté leur pierre à l'édifice, si on peut dire, hein, ils ne l'ont pas bâti, mais c'est toujours eux qui... Alors je me disais, c'est normal, ça revienne aux habitants gratuitement. Donc on le donne à la commune pour le franc symbolique. Et puis, bon, il y a eu des débats qui n'ont pas abouti. J'ai rien pu... Bon, j'ai agi comme j'ai cru, mais ça n'a pas abouti dans ce que j'aurais cru bon de faire. Et finalement, eh bien, on l'a mis en vente. Et c'est devenu depuis, donc, par l'achat, fait par un vigneron, c'est devenu un caveau. Quand on a une mission à animer un village, il faut chercher des idées. Et puis, à l'école communale, moi je me souvenais toujours qu'on m'avait appris qu'il y avait 2 seilles en France. Alors, notre instituteur qui nous avait bien signé dire, vous savez, il y a 2 rivières seilles. Une dans le Jura, qui se jette dans la Saône, donc la nôtre, puisqu'on est à Neuvy-sur-Seille, et puis une autre qui se jette dans la Moselle. Mais c'est tout, je n'avais jamais vu la 2e seille, et puis j'avais jamais eu affaire à aucune personne dans cette région là-bas qui me parle de la seille. Mais moi je me suis dit pourquoi pas, c'était une époque des années 80 où les villes faisaient leur petit jumelage, hein, c'était encore à la mode. Mais je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de trop faste, parce que Neuvy, on avait une petite communauté, pas beaucoup de monde, mais une idée me traversait la tête, pourquoi pas trouver un village qui, comme nous, serait d'accord pour qu'on dise, puisqu'on est sur Seille, on fait des rencontres communes. Alors, à l'époque, j'étais aussi membre de la Fédération des foyers ruraux, donc on se réunissait au point de vue départemental, on avait un secrétaire. Et notre secrétaire, un jour, je lui dis, tu sais pas, moi je n'ai pas bien le temps, mais contacte voir la Fédération des foyers ruraux de la Moselle, enfin de la Meurthe-et-Moselle, enfin, où la Seille passe, et puis tu me diras si quelqu'un pourrait être intéressé par cette idée de petit jumelage entre nous. C'est ce qu'il a fait. Puis un beau jour, il me dit, ok, j'ai une réponse favorable, enfin de gens qui sont intéressés, et je vous donne les coordonnées. Alors j'ai écrit, et puis la personne qui avait reçu mon courrier était proviseur dans un lycée de Nancy, et son épouse était conseillère d'orientation. Ils étaient tous les deux dans l'enseignement. Et puis ma littérature, si on peut dire, il avait dit à sa femme, bon ben ça c'est sûrement aussi un instituteur en retraite ou quelque chose comme ça qui écrit là. Je sais pas, j'avais eu peut-être des formules un petit peu trop... Bref, c'est pas grave. J'ai pas eu à en rougir, hein, ça m'a pas vexé. Et puis il est venu me voir parce qu'il m'a demandé qui c'est qui faisait le premier pas. Soit moi aller là-bas, soit eux venir là. Et puis moi, c'était la période, j'étais encore vigneron, paysan, j'avais pas beaucoup de temps devant moi, et c'était donc au printemps. Alors j'ai dit, maintenant écoutez, il y a des vacances qui approchent, puisque vous serez apparemment libre quelques jours, venez. Et ils sont arrivés directement me trouver dans la ville. J'étais en train de tailler, c'était les vacances de Pâques ou de Carnaval, je ne sais pas lesquelles. C'était pour une première rencontre? Première rencontre. Alors le couple sont venus tous les deux, et en arrivant dans la vigne, il m'a d'abord serré la main, puis après il s'est retourné face à Château-Chalon, en disant, je ne sais pas ce que va vous offrir. Je dis, écoutez, on ne cherche pas des sites, on cherche des relations humaines. Bon, je dis, je suis bien sûr que les gens sauront nous accueillir, il n'y a pas de problème.
Et il n'y a pas que le site qui compte. Alors finalement, on a mis en place une première rencontre massive, puisque c'était prévu que déjà nous quatre, enfin Anne-Marie, mon épouse et moi, plus eux deux, le premier contact s'est fait comme ça. Mais ensuite, eh bien, ils avaient un voyage prévu, organisé, prévu, budgétisé par leur foyer, mais ils ne savaient pas encore la destination. Ils ont dit, ce sera notre voyage. Alors, il m'a écrit en me disant, ben voilà, on a un budget de temps, on est environ 50 personnes, est-ce que vous pouvez nous faire le repas, parce qu'ils pensaient venir que dans la journée, on les couchait pas quand même. Alors, un repas pour 15 francs, c'était encore en francs. Notre foyer, tout notre groupe, une quinzaine de personnes, on en a discuté, nos épouses, même celles qui n'étaient pas membres officiels du foyer, ont été invitées à faire quelques repas, quelque chose, pâtisserie ou autre. On a dit OK. Et ils sont arrivés, un bus tout entier. Alors j'avais bien sûr prévenu le maire de la commune, qui n'était pas membre du foyer, mais enfin c'était la politesse, en lui disant notre projet de fusion, pas de fusion, de relation de jumelage. Et puis il m'a dit, bon ben j'irai avec toi parce qu'au final, eux ils voulaient visiter un vigneron ou des caves. Puis moi, pour être neutre, j'ai dit, ben, on ne va pas l'emmener chez un habitant, on va l'emmener à la fruitière vinicole de Water, qui paraissait ça touchait plus la profession sans toucher des individus précis. Alors, je prends contact avec le président, déjà le directeur me dit, oh, ben, faut que tu demandes au président, parce que moi, je ne tranche pas. Bon, je ne tranche pas. Je le tutoyais, je le connaissais bien. Tu ne tranches pas, bon, ben, je m'adresse au président qui habitait Lavigné. Il me dit, ben, mon vieux, en principe, non, on ne reçoit personne, parce qu'il y a eu des problèmes des gens qui n'ont pas laissé les locaux propres, les toilettes, les WC, il y a eu des choses, enfin, après c'est le personnel qui nettoie, ils ne sont pas nombreux. Bon, ben, je dis, bon, ça m'embête bien, parce que moi j'ai promis à nos partenaires qu'on aurait quelque chose à faire visiter. Cette fois, il faut que je me retourne où? Alors, bon, on aurait dit, écoute, je vais insister un peu. Enfin, finalement, OK, et on va à la fruitière, à la coopérative. Alors, notre maire m'emmène d'ailleurs, il me dit, on va pas faire de voiture, il m'emmène. On a aidé le directeur, c'était le dimanche matin. On a aidé le directeur à emballer tous les colis, parce qu'il y a eu des bonnes commandes, heureusement. D'ailleurs, j'ai eu après les remerciements de la coopérative en me disant, ben, mon vieux, écoute, on doit te dire merci parce qu'on a fait une très très belle vente. Enfin, bon, c'était pas le but initial, mais enfin, ça faisait partie c'est normal. Alors, c'est qu'à Neuvy, pour les recevoir, c'est pareil, on n'avait pas de locaux suffisamment grands pour faire un repas pour 80 ou 100 personnes, parce qu'on avait les habitants de Neuvy aussi, c'est pas que les gens de... Alors ce village, je ne vous ai pas dit son nom, c'était Arrêt-Éan. Arrêt, 2 R, A-Y-E. Et, E-T, trait d'union, en, H-A-N. C'était pas sur Seine, mais enfin, ça aurait été mieux, mais c'était comme ça. Alors ce village, il est situé sur la Seine, qui était devenue frontière entre la France et l'Allemagne après le traité de 1870, après l'armistice de 1870, donc eux restaient français, l'autre côté était allemand. Ça, d'ailleurs, une anecdote, mais il me disait que les gens mouraient français étaient enterrés allemands parce qu'il y avait le cimetière de l'autre côté de la Seine. Mais enfin, ça a été, même jusqu'à la guerre 14-18, c'est resté comme ça. Et puis, donc ils sont venus, ça a été une bonne journée, très chaleureuse pour tout le monde a bien ri, on a mangé ensemble, enfin c'était bien. Bon accueil, on a du moins fourni un bon accueil et ils ont tous été ravis. Après, nous on est allés, les premières fois, c'est pareil, c'était une fête la Saint-Jean, donc les feux de la Saint-Jean.
Alors, on avait un bus, évidemment, aussi, tout plein. Et puis, les feux de la Saint-Jean, c'est la nuit, enfin, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Puis, en fin de soirée, à minuit, peut-être pas loin, tout d'un coup, je me suis dit, parce qu'on pouvait coucher dans des familles. Il y en avait qui pouvaient avoir un accueil dans des familles. Mais je me suis dit, demain matin, je vais trouver ça, je vais retrouver mes gens. Où j'avais l'inquiétude, parce que moi, je ne connaissais pas du tout les lieux, les adresses. Alors, le temps de battre le rappel, de retrouver tout le monde, je dis, on n'y arrivera pas. Et le dimanche, puisqu'on était là-bas un samedi, c'était le samedi, parce que le dimanche, il y avait élection 81 pour le président de la République. Ah d'accord. Alors, il y avait quand même un nombre important d'électeurs qui étaient avec nous, qui était important, enfin, en conscience, je me disais, je ne peux pas le faire. Puis, il n'y avait pas eu de pouvoir, enfin, rien. Alors, je me dis, on n'arrivera jamais pour voter. Alors, je vois le chauffeur qui était bien reposé, parce qu'il y a un délai, parce qu'on n'avait qu'un chauffeur. Je lui dis, écoutez, il avait dormi, il n'avait pas assisté à tout. Je lui dis, est-ce que c'est possible de reprendre la route? Il me dit, si vous voulez, moi je peux. Bon, ben, si vous pouvez, je bats le rappel, et en pleine nuit, j'ai rattrapé mon monde, il en manquait de point. Il y avait quelques-uns qui étaient peut-être moins frais, mais enfin, ça fait rien, on n'en parle pas. Et puis, tout le monde était dans le bus, on est arrivé, on a tous, enfin, du moins, ils étaient tous là pour les voter. Alors, c'est pour ça que c'est bien en mémoire, parce que c'était une date... mais c'était la première fois. Puis après, il y a eu d'autres relations, avec des fêtes de la moisson là-bas. Ici, ils venaient faire du ski. Ça s'est bien passé pendant peut-être une bonne dizaine d'années, quand même. Ça a été une bonne opération, parce que ça a fait connaître... eux, ils ont connu le Jura. Il y en a qui reviennent. Moi, j'en ai encore eu des visites de personnes qui m'ont connu il y a 40 ans, 50 ans, s'ils sont dans le Jura, ils viennent voir si je suis tour du monde, c'est le cas de le dire. Mais bon, c'est vrai que pour un foyer, c'était une bonne expérience. Il fallait que ce soit les parents, enfin bref, il y a toujours un moyen, mais c'est plus long. Puis c'est toujours des ennuis pour un maire qui a un petit budget.